Bonjour, bonjour. J'espère qu'on m'entend bien. Hop, on va baisser encore un peu la musique. Bon, bienvenue pour ce stream à un horaire un peu exceptionnel cette semaine, puisque tout simplement hier j'étais pas dispo. Voilà, voilà. Bon, le but ça va quand même être d'essayer de faire des streams régulièrement ces prochaines semaines, même si je sais déjà qu'il y aura des jours où ce sera pas possible, mais bon, peu importe. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va prendre notre temps pour espérer que quelques autres nous rejoignent. J'ai des trucs à annoncer un petit peu pour cette semaine, puisque plutôt pour la semaine prochaine, puisque on recevra la semaine prochaine Jérôme Salomon de OnCrawl, qui viendra nous parler de son parcours déjà, et puis de la manière dont il a pu se lancer dans l'utilisation de Python. Et puis je pense qu'il nous parlera également probablement de l'API OnCrawl et quelques trucs et astuces, on va dire, par rapport à l'API d'OnCrawl. Donc rendez-vous la semaine prochaine à l'horaire habituel, c'est-à-dire mercredi à partir de 17h. Donc de mémoire, ce sera mercredi 15. Voilà, et puis comme je l'avais déjà expliqué, on essaiera d'avoir des invités de manière un peu plus régulière maintenant sur la chaîne. Donc merci déjà à Simon Gardette qui était venu il y a quelques semaines, et puis à Jérôme qui a accepté de venir dans quelques jours maintenant. J'ai déjà quelques autres invités dans les cartons avec lesquels il faut qu'on précise une date, on va dire, mais en tout cas il y a du beau monde qui va venir. En tout cas moi je trouve que c'est du beau monde. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Alors vous avez peut-être vu passer, et j'en avais déjà parlé, mais il y a eu quelques tweets récemment sur le fait que je serai présent au Brighton SEO en tant que speaker dans un peu moins de 2 mois maintenant. Voilà, donc si vous êtes au Royaume-Uni ou si vous serez présent au Brighton SEO, n'hésitez pas à venir me voir, pas forcément en conf, mais en tout cas pour discuter un petit peu. C'est toujours un plaisir de croiser du monde en vrai. Voilà, et puis il y aura d'autres événements, d'autres conférences dans l'année, mais j'annoncerai tout ça en temps et en heure quand tout ça sera calé. Et probablement aussi un truc un peu particulier en parallèle à évoquer avec vous, mais ça ce sera pour dans quelques temps encore. Pas trop de teasing pour l'instant. Voilà pour ça. Alors on va reprendre du coup tranquillement le travail qu'on avait commencé la semaine dernière. Mais avant toute chose, je voulais justement rebondir sur ce qu'on s'est dit la semaine dernière, pardon, et vous parler de ce site que j'ai découvert du coup depuis, flake8rules.com. On va essayer de vous le coller dans le chat si j'y arrive. C'est toujours un peu chiant. Hop. C'est pas celui-là. Hop. Voilà. Donc flake8rules.com. Alors pour rappel, la semaine dernière en fait on a installé justement l'utilitaire flake8 entre autres, et également l'utilitaire black. Et puis à l'usage, je me suis rendu compte du coup cette semaine que flake8 indique des numéros, alors soit d'erreurs comme on peut le voir ici, donc des E quelque chose, et puis également des warnings, hein, donc c'est des avertissements pour des choses qui sont pas forcément graves, on va dire. En tout cas, donc c'est toujours un numéro d'erreur ou de warning qui est indiqué, avec souvent, en tout cas dans VS Code, une voire deux lignes d'explication, mais parfois c'est un petit peu juste. Et du coup, ça m'est arrivé de me dire, mais en fait,
pourquoi il me dit ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et je suis tombé donc sur ce site qui explique un petit peu plus en détail parfois, alors c'est pas toujours le cas, hein, mais parfois il explique un peu plus en détail pourquoi telle ou telle règle a été décidée. Donc là, si j'en prends une au hasard, on me dit, voilà, il devrait y avoir au moins un espace, enfin, il devrait y avoir un espace plutôt avant et après les opérateurs de comparaison, on va dire. Donc voilà, on me donne un mauvais exemple et un exemple correct, et un lien vers la documentation de Python avec un peu plus de détails. Donc j'ai trouvé ça relativement pratique finalement pour comprendre un petit peu le pourquoi du comment de certaines règles, d'où l'intérêt de le partager avec vous aujourd'hui. Et puis également, ça m'a permis de savoir quelles étaient les règles que je pouvais exclure dans les vérifications de Lake, pardon. Alors concrètement, comment ça marche pour exclure des règles? Il va falloir éditer la configuration de VS Code. Alors je vais essayer de le faire en live parce que je ne l'ai pas fait sur cette machine, mais comme ça on pourra le faire. Hop, alors on va aller dans VS Code. Donc ça c'est notre code de la semaine dernière, mais peu importe. J'ai fait quelques petits détails sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Donc on va aller dans les paramètres. Et en fait, alors il y a une option qui doit être, je ne sais plus où, voilà, ici, pour afficher les paramètres sous format JSON. Et en fait, vous avez non pas tous les paramètres, mais surtout les paramètres que vous avez personnalisés en fait. Et du coup, alors je vais copier-coller ce que j'ai déjà configuré sur mon autre machine. En fait, on peut, si ça veut bien fonctionner, ce serait cool. Pourquoi mon clavier ne marche pas? Allez, ah voilà. Voilà, on peut rajouter donc des paramètres supplémentaires à la main lorsque on les trouve pas dans les formulaires par défaut du réglage des paramètres ici. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut régler pour plein d'extensions, et y compris du coup pour Flake 8. Et donc moi j'ai choisi d'ignorer l'erreur 501. Alors l'erreur 501, qu'est-ce que c'est? Alors je vais déjà sauvegarder ça et puis fermer. Hop, l'erreur 501, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, si on va sur Flake 8 Rule, on va aller chercher notre erreur 501. Voilà, et qu'est-ce que ça nous dit? C'est que les lignes ne doivent pas faire plus de 82 voire 79 caractères maintenant. Alors moi ça me saoulait parce que en fait sur des écrans 27 pouces comme ceux que j'utilise, des lignes de moins de 80 caractères ça fait quand même pas beaucoup. Et du coup j'ai vu qu'il y avait deux options. En fait on peut soit éditer cette longueur maximum de lignes et donner une autre valeur. Moi j'ai choisi tout simplement de supprimer la règle parce que je pense que naturellement je fais déjà ça relativement correctement, et ça m'a jamais vraiment gêné pour comprendre ou pour relire mon code, on va dire. Donc c'est aussi une des infos qui est importante dans tout ce que je dis, c'est que on peut personnaliser finalement la configuration de Flake 8 pour l'adapter à ses préférences, à ses usages. Il y a évidemment probablement moyen d'aller un peu plus loin dans le sens de la suppression de règles comme dans l'ajout probablement. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous travaillez en équipe sur du code, etc., bah, ça vaut le coup, je pense, de se pencher là-dessus et puis de définir un set de règles communs avec les autres personnes avec lesquelles vous collaborez. Sachant que, alors j'ai plus les outils en tête là tout de suite malheureusement, mais si j'y pense, je les mettrai en description du replay sur YouTube. Mais il y a des outils qui vont ensuite vous permettre de partager justement des règles, enfin, des sets de règles, pour que tout le monde au sein d'un même projet utilise les mêmes règles. Donc voilà pour cette partie Flake 8. On reviendra tout à l'heure sur le navigateur
mais c'est pas le truc le plus important pour l'instant. L'idée maintenant, ça va être de reprendre notre code de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, pour rappel, on avait commencé à se faire un petit script qu'on a appelé évolution, dont l'idée est assez simple, c'est d'aller récupérer les infos qu'on avait en base de données. Donc on lit notre fichier de configuration, on récupère les infos qui nous intéressent pour générer ensuite une connexion à notre serveur MySQL. Et ensuite, on va tout simplement récupérer les infos qui sont dans notre base de données, dans notre table MySQL plus exactement, et les coller dans un data frame Pandas, ce qui va être assez pratique et joli pour afficher des choses. On affiche notre data frame, et puis ensuite on va tout simplement générer un graphique avec ce data frame. Donc ici le graphique, il va prendre pour chaque URL et chaque date les valeurs de time to first byte et nous générer un line chart qu'on va sauvegarder sous le nom de ttfb.png. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne ce ttfb.png? On peut tout simplement lancer notre script. Voilà. Alors on a un petit warning sur l'utilisation, enfin la non-utilisation plutôt de SQL Alchemy. On reviendra là-dessus, je pense, une autre fois parce que c'est pas le sujet pour l'instant. On voit que on a toutes les valeurs qu'on a dans notre data frame qui nous sont affichées ici. Et puis surtout, si je vais dans mon répertoire, je vois que j'ai un fichier ttfb.png. Et si je l'ouvre, j'ai un joli graphique de l'évolution du time to first byte au fil du temps. Alors, il y aurait probablement des petites choses à réfléchir par rapport à ce graphique-là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un gros écart entre un des sites ici, Assonance, et puis les autres. Et une des notions qui peut être assez importante à avoir en tête lorsqu'on fait la visualisation pour ce genre de sujet-là, c'est... il y a deux choses qui me viennent en tête, en fait. La première, c'est... donc j'ai choisi à la base de faire un line chart, donc une ligne, sauf que c'est des données qui sont assez ponctuelles, avec des dates qui sont, pour l'instant en tout cas, pas forcément très régulières. Probablement que quelqu'un de très rigoureux en termes de data viz utiliserait peut-être un autre type de data viz et probablement par exemple un histogramme. Bon, en soi c'est pas gravissime, mais voilà, c'est peut-être une idée à avoir en tête. L'autre idée à avoir en tête, c'est également que le time to first byte, dans notre cas, plus il est faible, mieux c'est. Or ici, puisqu'on a une échelle qui est classique, on peut se dire que assonance.agency est au-dessus des autres sites, donc c'est mieux. Et non, c'est pas du tout la bonne information qu'il faut retenir. Donc on pourrait réfléchir en tout cas à l'idée de peut-être inverser notre échelle ici, pour faire en sorte que les sites les plus rapides soient en haut du graphe, et ceux qui sont moins rapides soient en bas. Ça c'est une possibilité, et pour aller plus loin, on pourrait aussi peut-être rajouter des droites, ou en tout cas des zones dans le graphique pour dire à partir de, par exemple, 200 millisecondes, ou en tout cas en dessous de 200 millisecondes, c'est très très bien. Peut-être qu'entre 200 et 500 c'est moyen, et puis au-dessus de 500 c'est pas correct, ce qui définirait du coup des zones visuelles dans le graphique, et qui rendrait sa lisibilité peut-être un peu moins sujette à interprétation. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie déjà de faire quelque chose de relativement simple a priori, en tout cas inverser l'ordre des valeurs dans notre échelle pour retourner notre graphique. Alors comme d'habitude, je sais pas exactement comment on va faire, mais on va le découvrir ensemble.
Et on va demander à notre ami Google, puisque souvent il sait mieux faire les choses que nous. Voilà. Donc, avec un plot pandas, je veux inverser l'axe X. Et non, c'est le Y que je veux inverser en plus, suis-je bête? Alors. Bon, ça, on n'en veut pas. Alors, il semble qu'il y ait une fonction invert y-axis. Le truc, c'est qu'elle s'applique à un objet matplotlib. Et on va essayer quand même. Alors, comment on pourrait intégrer ça? Peut-être en faisant un... On va tester ça et voir ce que ça nous donne. Bon, le script a fonctionné, il a pas râlé. Qu'est-ce que ça nous affiche? Et ben voilà, ça a marché du premier coup, c'est magique. Ça me paraît très bien. Alors, avec Matplotlib, il y a pas mal de choses qu'on pourrait personnaliser. Déjà, on pourrait probablement se contenter d'ajouter un petit titre à notre graphique, ce serait quand même un peu plus joli. Et puis, alors je vais afficher notre graphique dans un autre bureau parce que sinon je me perds dans les fenêtres. Voilà, donc on va rajouter un titre. On peut également personnaliser la taille de l'image. Alors pour ça, il y a plein de manières de faire les choses, mais de mémoire, voilà. Avec l'attribut fixSize dans la fonction plot de pandas, on peut définir la taille. Alors de mémoire, c'est des pouces, puisque c'est fait à l'américaine. Alors je sais plus si c'est des pouces ou des centimètres, peu importe, on va peut-être demander à la documentation pour en avoir le cœur net. Mais en tout cas, voilà, c'est pas des pixels par exemple, donc c'est un petit peu déroutant lorsqu'on a l'habitude d'utiliser des pixels. Et voilà, j'avais raison, c'est bien des pouces, donc c'est une mesure que nous autres Français avons absolument pas l'habitude d'utiliser, puisque on utilise la norme internationale, contrairement aux anglo-saxons. Mais voilà, donc c'est des pouces, donc vous pouvez compter le nombre de pouces que ça peut faire, ou plus sérieusement, try and learn, comme on dit. Sachant que c'est des images sur un ordinateur, c'est pas très grave, mais on pourrait, par exemple, se dire qu'on va faire un graphique en 16/9, histoire que ce soit un petit peu joli. Hop, relançons du coup le script et voyons ce que ça a donné. Hop, voilà, et donc là on peut voir que mon graphique est un peu plus large. Du coup ça rend peut-être le texte un peu plus petit parce que j'ai l'air d'avoir largement augmenté la taille par rapport à la version précédente. Mais en tout cas c'est un peu plus lisible. Alors ça c'est une première étape. Il y a une autre étape qui va être assez importante puisque pour l'instant on n'a pas énormément de dates, donc c'est pas très grave. Mais il va falloir peut-être limiter le nombre de dates qu'on va ajouter à notre graphique, parce que sinon on risque d'avoir quelque chose qui assez rapidement va devenir illisible. D'abord parce que à moins de gérer les choses spécifiquement, Matplotlib va vouloir nous caser toutes les dates disponibles dans son échelle, et ça va vite devenir complètement illisible. Et puis d'autre part parce que c'est le genre de données où bon, ça peut être intéressant de temps en temps d'avoir un historique sur vraiment une période assez longue, mais en général ce qu'on veut savoir c'est si au cours des dernières semaines, des derniers mois,
il n'y a pas eu de baisse ou d'augmentation anormale. Et puis je vois un dernier détail également à ajouter, c'est peut-être une petite légende au niveau de l'axe des Y pour indiquer que c'est une mesure en millisecondes. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. Alors, on va commencer par ça parce que ça va être un petit peu plus facile. Et ben voilà. Copilot a encore une fois lu dans mes pensées. Donc voilà, on a en fait la possibilité avec Matplotlib de manipuler deux objets, on va dire, qui sont le X et le Y label, qui sont tout simplement une chaîne de caractères qu'on peut afficher. Donc là, concrètement, si j'exécute ce script... Ah. Je sais plus quelle est la fonction. Il va falloir retrouver la bonne fonction. Hop. Voilà, c'est 7Y label, donc c'est bien ce que j'ai indiqué là. Ok, est-ce que ça marche? Alors peut-être qu'il faut que je fasse ça d'abord. Ça y est, ok. Et donc on voit bien que j'ai mon petit time ici qui est apparu. Alors je vais agrandir un petit peu parce que je pense que sinon vous ne voyez pas grand chose. Et voilà, du coup on a un graphique qui est un petit peu plus correct, on va dire, puisqu'on a la nature de l'axe des X et de l'axe des Y. On a une petite légende également qui va être placée automatiquement par Matplotlib. Donc on n'a pas trop besoin de s'en préoccuper en général. Et puis on a un graphique un peu plus grand. Donc comme on l'a dit maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de limiter le nombre d'items dans notre graphique. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est que on importe ArcParse comme on en a l'habitude maintenant. Allez, on va dire qu'on va prendre les 12 derniers items. Voilà. Donc par défaut, je vais prendre les 12 derniers items. Ici, il va falloir que je lui dise qu'il prend un argument args en entrée. Et du coup, comment je vais faire maintenant pour me servir de cet élément de 12 derniers items? Une des manières qui est probablement la plus simple. Alors je vais peut-être compter d'abord le nombre de dates que j'ai, parce que j'ai dit 12 un peu au hasard, mais en fait il y en a peut-être moins que ça pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, ah oui j'en ai que 5. Bon, on va tester manuellement du coup avec d'autres valeurs. Mais peu importe. Et là j'en ai bien une. Alors je pense qu'il m'affiche plus de dates dans le graphique parce qu'il sait que c'est des dates. Mais ouais, si je regarde les points d'inflexion, on va dire, de la courbe, j'en ai effectivement 5. Bon. C'est pas très grave. En tout cas, ce que j'ai envie de faire pour limiter le nombre de dates, puisque on sait que les dates seront toujours dans le même ordre, c'est d'utiliser peut-être un petit tails de arg item. Alors, on va devoir
manipuler un petit peu tout ça parce que sinon on risque d'avoir des petits soucis, on va dire. Bon, on va essayer ça. Si je lui dis que je veux 3 items, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça a l'air de marcher, puisque là, je n'ai plus que 3 points d'inflexion dans ma courbe. Donc, a priori, notre sujet est résolu. Bon. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais passer sur la mécanique d'envoi de ce graphique par email, puisque, pour rappel, le but dans ce projet, c'était d'avoir un script qui va récupérer nos données régulièrement via l'API Google PageSpeed pour surveiller un ensemble d'URL. Et puis là, ce deuxième script qu'on mettait en place, sa vocation, ce serait plutôt d'essayer de nous envoyer un petit rapport, peut-être hebdomadaire ou mensuel, par exemple, de l'évolution des différentes métriques sur chacune des URL qu'on surveille pour pouvoir avoir une visualisation régulière. Donc je vais passer sur la mécanique d'envoi d'email dans ce script-là. On fera peut-être en fin d'épisode, mais qu'on a déjà vu ensemble la dernière fois dans ce premier script, le script main.py. Moi, ce que je voulais voir également aujourd'hui avec vous, c'était la manière dont on pouvait automatiser le lancement de ces scripts-là. Alors, il y a plein de manières de faire les choses. On va commencer par la manière la plus basique, on va dire. La manière la plus basique, si vous avez par exemple un serveur distant qui tournerait sous telle ou telle version de Linux, ou si vous avez un ordinateur qui reste allumé très très longtemps et sur lequel vous savez que vous pouvez programmer des exécutions régulières de logiciels, ça me paraît être très adapté. On va en fait se servir des tâches cron. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de cron ou de cron. Je vais vous parler du coup de ce site juste après. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que les tâches cron? C'est tout simplement... on va peut-être trouver un peu de doc officiel, voilà. Donc, ce que nous dit Wikipédia, c'est que cron est un cron ou cron est un programme qui permet aux utilisateurs des systèmes Unix d'exécuter automatiquement des scripts, des commandes ou des logiciels à une date et une heure spécifiée à l'avance ou selon un cycle défini à l'avance. Donc ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'on peut avoir plusieurs cas d'utilisation de ces tâches qui sont très très équivalentes à ce que vous connaissez peut-être comme étant les tâches programmées sur Windows. C'est exactement l'équivalent, mais avec un système Windows du coup. Donc sur les systèmes Unix comme Linux ou macOS, l'équivalent c'est cron, et on a deux types de tâches, donc des tâches qui vont être lancées à intervalles réguliers, on va voir quelques exemples ensemble après, et puis des tâches qu'on va spécifier pour qu'elles soient lancées à une heure précise. Mais exécuter une seule fois. C'est un peu ça la différence, c'est-à-dire qu'on peut spécifier vraiment une date précise et unique, ou bien des choses récurrentes. Alors, il n'y a pas vraiment besoin de se demander si le truc est installé ou pas dans votre ordinateur, si vous êtes sous Linux ou sous Mac. C'est déjà présent par défaut dans Unix depuis, je pense, les années 70 à peu près. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui est un peu plus compliqué, en fait, c'est la mise en place à proprement parler de ces choses-là. On va devoir utiliser ce qu'on appelle le cron tab. Donc je vais lancer cette commande cron tab-e pour edit. Et vous pouvez voir qu'ici, il est totalement vide, ce cron tab. Donc le fichier cron tab, pour votre système, c'est tout simplement... la liste des tâches qui sont sauvegardées et qui doivent être exécutées. Alors il peut s'agir de tâches, encore une fois, récurrentes qui vont s'exécuter par exemple une fois par jour, une fois par semaine, une fois par heure,
une fois par minute. Ça va dépendre des cas. Et puis, il peut s'agir également de tâches que vous avez spécifiées pour, par exemple, lancer... Je vais inventer un sujet potentiel pour un SEO, mais lancer un crawl la nuit à partir de telle heure sur un site que vous allez faire qu'une seule fois parce que c'est pour un audit, par exemple. Bon, bah, une fois que le crawl est lancé et terminé, la tâche, elle va pas aller plus loin, mais tant que vous l'aurez pas supprimé du cron tab, elle restera affichée sans incidence aucune sur le fonctionnement de votre ordinateur. Donc dans ce fichier, en fait, on va devoir spécifier des lignes, on va dire, qui chacune vont correspondre au lancement d'une tâche ou à un commentaire, j'y reviendrai après, et qui doivent respecter un format un petit peu particulier. Alors je vais peut-être revenir sur l'article de Wikipédia qui nous montre quelques exemples, j'espère. Mais voilà, en gros, le format, il va être comme suit. C'est-à-dire qu'on a une suite ici d'éléments qui vont en fait déterminer le moment exact auquel on lance la tâche, et puis ensuite le chemin, on va dire, vers la tâche en elle-même. Sachant que ce chemin, en fait, c'est ni plus ni moins que une ligne de commande classique. Alors on verra qu'on peut enchaîner des commandes si besoin. Et du coup, ça va s'exécuter comme ça. Alors c'est toujours un peu compliqué au départ. Une fois qu'on a un peu l'habitude, en dehors de certains trucs un peu particuliers, c'est un peu plus facile, mais les premières fois, on se demande toujours quel est l'ordre des éléments qu'il faut indiquer ici, puisque en fait, on a la minute, l'heure, le jour, le mois, et le dernier, ça doit être le jour de la semaine, je crois. Enfin, il y a une syntaxe un peu particulière en tout cas. Et en fait, c'est là que ce site Crontab Guru, donc lui aussi, je vais essayer de vous le copier-coller dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Et puis évidemment, pour ceux qui seront en replay sur YouTube, je mettrai ça en description. Donc Crontab Guru, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il nous permet de savoir quelles sont les syntaxes pour lancer à tel ou tel moment. Donc là, par exemple, on a un exemple qui nous dit je vais lancer... alors attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui me parle et je verrai ça plus tard. Donc ici, par exemple, la tâche, elle sera lancée a priori toutes les 4e heures de la journée avec la 5e minute. Si par contre je lui disais que je veux lancer cette tâche que le premier jour du mois, enfin, je rajoute un 1 ici, je pourrais lui dire que je veux lancer cette tâche que le premier jour du mois et le premier mois de l'année, donc en janvier, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt pour nous. Et puis je pourrais aussi lui dire que je veux lancer cette tâche par exemple tous les jeudis, puisque on est jeudi aujourd'hui. Alors si c'est le cas, il va falloir que j'utilise une syntaxe anglophone évidemment, comme dans la plupart des programmes dont on a l'habitude. Donc jeudi, ça se dit Thursday, donc on met THU. Voilà, donc ici, typiquement, si je spécifie un cron tab avec ça, bah, il sera lancé à 4h du matin et 5 minutes tous les jeudis. Ce qui est l'idéal si vous voulez, par exemple, le vendredi matin, ou le jeudi matin plutôt d'ailleurs, avoir votre petit rapport de temps de chargement. Nous, on va essayer d'avoir un horaire qui corresponde un petit peu plus à l'heure actuelle, c'est-à-dire que là il est 15h37, le temps que je mette tout ça en place, on va dire, allez, 15h40.
Voilà, donc là, si je veux lancer une tâche à 15h40, c'est-à-dire dans 3 minutes, il suffit que je copie ça et que je le mette dans mon cron tab. Alors, l'autre astuce, c'est que cron tab, il s'exécute à la racine du système. Donc, je vais déjà lui dire, va dans mon répertoire. Alors, par contre, le truc, c'est que vu qu'on est sous macOS, c'est des chemins dont j'ai pas vraiment l'habitude. Donc là, j'ai utilisé la commande pwd qui m'indique tout simplement le chemin vers le répertoire dans lequel je suis. Hop, voilà. Donc je dis va dans stream Ktile et exécute avec Python on va lui dire de prendre 4 items. Et enfin, dernière astuce, je pense que ça va nous être indiqué dans la page de Wikipédia, c'est qu'en fait, il faut indiquer une sortie à notre commande, parce que sinon, il va nous envoyer par défaut le truc par mail. Alors, il nous met comme exemple df.log, ce qui n'est pas l'exemple le plus courant à mon avis. Mais on va plutôt, dans notre cas, utiliser... Ah, je me trompe de souris, pardon. On va plutôt utiliser... dev nul avec cette syntaxe un peu particulière. Alors je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi on écrit ça, mais en gros ça va tout simplement enregistrer les infos que ça a besoin d'enregistrer, mais ne pas nous gêner, on va dire. Je vais me dépêcher. Hop, mince. Hop. Parce que l'heure approche, j'espère que je n'ai pas loupé l'heure. Ok. Je vais rééditer pour vous montrer. Donc, en gros, ici, alors, deux choses à prendre en compte. La première, c'est que j'ai utilisé deux esperluettes. Donc, le double E ici pour dire à Unix, en fait, tout simplement, que j'enchaîne plusieurs commandes. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis du coup, on utilise également le chevron ici en sortie pour justement indiquer la cible de la sortie de la commande, la dernière commande qui va être exécutée. C'est-à-dire que si je mets pas ce crochet pardon, ici, la sortie par défaut c'est la console, sauf que bah, là c'est la console du système, donc ça risque d'être un peu embêtant. Et du coup, quand il sait pas où afficher quoi que ce soit, il va nous envoyer un mail, mais un mail dans le système mail du système. Bref, ça devient compliqué et lourd, donc peu importe. En tout cas, le temps que je fasse mes petites explications, le temps s'est écoulé, et je pense que si tout va bien, ça n'a pas dû fonctionner, parce que je vais vous expliquer une subtilité juste après, mais donc si vous avez fait attention, je lui ai demandé de prendre 4 items et en fait j'ai toujours que 3 items dans mon graphique. Alors pourquoi j'ai que 3 items? C'est parce que dans mon cron tab en fait je n'indique pas au système de se servir de mon environnement Python local pour le projet Ktile. Et donc, bah, en fait, il n'y a pas toutes les librairies dont on a besoin, c'est-à-dire Pandas, PyMySQL, etc. Donc, en fait, le script ne fonctionne pas. Alors, pour ça, l'astuce, alors on va déjà... non, je peux rester là, en fait. L'astuce, ça va être, avant de se déplacer dans le bon répertoire,
de lui dire d'aller activer l'environnement virtuel, l'environnement virtuel, qui nous intéresse. Et pour ça, on va devoir lui indiquer le chemin vers tout ça. Alors, le truc, c'est que je connais pas exactement le chemin. Bon. Donc je dois avoir, voilà, ici un répertoire PyEnv. Dans lequel j'ai la liste de mes versions. Et du coup, dans la version, je pense, 3.10.6, j'ai des environnements. Et je dois avoir probablement Ktile. Je l'ai pas appelé comme ça. Ah oui, je l'ai appelé PageSpeed. Voilà, donc erreur de débutant. C'est toujours bien de nommer ces environnements avec le même nom que ces projets, parce que sinon on se pose des questions. Bref, en tout cas, voilà, donc dans ce répertoire, .pyenv /version / le numéro de la version qui nous intéresse /env / le nom de notre environnement, on a dans bin plein d'exécutables, et notamment un exécutable qui s'appelle activate. Voilà, donc moi je vais récupérer en fait ce chemin-là, le coller dans mon cron tab, et lui dire activate. Voilà. Et donc là, alors ça devient un petit peu illisible parce que c'est sur 2 lignes, mais en gros on a 3 commandes qui vont s'exécuter à la suite. Alors je vais sauvegarder avec une exécution dans 1 minute. Ok. Et on croise les doigts pour espérer que ça se soit bien exécuté. Du coup, ce jeudi à 15h45, et tous les jeudis en fait, j'aurai 3 commandes qui vont s'exécuter. La première donc c'est celle-là qui est un peu longue, mais qui dit en gros va activer dans ce chemin-là l'environnement virtuel PageSpeed. Puis rends-toi dans le répertoire de mon projet. Et enfin, exécute le script évolution en lui disant que je veux 4 items. Et pour finir, si jamais tu dois afficher des choses, je veux pas le savoir, donc envoie ça dans le vide. Donc dans /dev nul, c'est le vide, on va dire. Et voilà. Alors, est-ce que il s'est passé quelque chose? Alors là, je peux voir que mon fichier il a été mis à jour à 15h45, donc c'est plutôt bon signe. Et effectivement, j'ai bien mes 4 items qui sont apparus, donc mon graphique a bien été mis à jour. Donc voilà, vous venez de voir en quelques minutes, et d'une manière probablement pas très évidente pour l'instant, comment programmer des tâches comme ça. Alors, j'ai sous les yeux sur un autre écran un des serveurs que j'utilise sur lequel il y a pas mal de tâches programmées. Il y a à peu près 200 lignes dans mon cron tab. C'est vraiment pratique parce que ça permet du coup de mettre en place de l'automatisation et de la récurrence en fait sur ce genre de script là. Donc c'est super important, et ça permet finalement de ne plus avoir à se préoccuper de savoir si on a bien pensé à aller faire tel ou tel relevé, pardon. Ça va être fait automatiquement. Alors ici évidemment notre exemple c'est lancer le script de génération du graphique. Ce serait beaucoup plus intelligent avant ça d'automatiser le script de mise à jour des données dans la base de données, évidemment, parce que comme ça on pourrait récupérer des données peut-être chaque jour, chaque semaine. Ça c'est à vous de voir évidemment.
Pour aller plus loin, après, vous pouvez avoir des approches beaucoup plus complexes avec par exemple des fichiers de configuration, ce genre de choses, pour envoyer beaucoup plus d'informations de configuration, on va dire, à vos scripts. Et du coup arriver à des trucs très détaillés. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur les tâches cron? Peut-être vous donner quelques détails supplémentaires sur la syntaxe, parce qu'en fait, alors là, on est resté sur quelque chose de très simple. Moi, j'aime bien lancer les trucs souvent la nuit, quand personne ne regarde. Donc souvent, je vais faire ça entre 1h et 8h du matin, on va dire. Parce que comme ça, quand j'arrive le matin sur mon ordinateur, je vais pouvoir aller regarder les relevés qui ont été faits pendant la nuit, si j'ai besoin. Ou alors je vais avoir les alertes de la nuit lorsque je vais m'envoyer des alertes en cas de souci qui vont être arrivées, et donc je vais pouvoir commencer ma journée par régler les problèmes de la veille, en tout cas de la nuit. Mais il y a également plein d'autres usages qu'on peut envisager, par exemple... pardon pour le petit tapotage dans le micro. Par exemple, si on veut lancer un script plusieurs fois dans la journée, je pourrais très bien dire en fait, lance-le-moi par exemple à 15h40 et à 15h50, voire à 15h10 aussi, mais bon là ça n'a plus aucune logique, je mettrai plutôt le 10 en premier. Et de la même manière, je vais pouvoir également avoir des règles un peu plus avancées encore, notamment donc là, grosso modo, ce qui se passe, c'est que je lui dis que je veux lancer, alors on va peut-être enlever tout ce charabia, histoire que ce soit un peu plus clair. Je veux lancer à la minute 0 toutes les 2 heures. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et en fait, du coup, j'ai un doute. Est-ce que c'est pas plutôt comme ça qu'il faut faire? Non, il n'en veut pas. Donc là, concrètement, s'il m'explique pas la règle, c'est que ça marche pas. Et là, il me dit quand même, attention, ce que tu me demandes là, c'est pas standard. Ça ne marchera peut-être pas partout. Donc il faut bien tester, évidemment. Mais à vous de voir. Et du coup, ça nous permet également de définir une plage horaire, c'est-à-dire que je peux commencer à minuit ou 1h du matin. Et du coup, ce script-là sera lancé, par exemple, toutes les 2 heures de tous les jours. Ou bien toutes les 6 heures, par exemple. Donc si vous avez un script que vous voulez lancer 6 fois par jour, voilà la méthode pour le faire. Alors il y aurait une méthode plus facile hein, qui est de faire 4 lignes plutôt qu'une seule dans votre cron tab, mais du coup c'est un petit peu plus compliqué en termes de maintenance. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le cron tab? Alors il y a un truc qui est important également si je retourne dans l'éditeur, c'est qu'en fait on peut ajouter des commentaires avec un dièse en début de ligne. Donc ici par exemple je pourrais dire voilà, un petit commentaire pour que je me rappelle à quoi correspond cette ligne là, parce que bah, comme vous pouvez le voir ici, donc dans l'éditeur en ligne de commande, c'est-à-dire VI, quand le bout de la ligne est atteint, il continue à la ligne suivante. Il y a d'autres éditeurs qui vont en fait continuer sur une seule ligne et du coup bah, en fait vous verrez pas le bout de la ligne, etc. Et comme vous le constatez, dans cron tab, puisqu'on a tendance à enchaîner pas mal de commandes, on se retrouve vite avec des lignes très très longues et ça devient vite un petit peu compliqué de relire ce qu'on a configuré et de savoir exactement à quoi correspond telle ou telle commande. Donc je vous conseille vraiment de mettre en place
des commentaires comme celui-là, ça vous permettra de vous y retrouver un peu plus facilement dans tout ce que vous aurez programmé ou pas, et de pouvoir par exemple venir corriger peut-être un lancement qui aurait mal fonctionné ou un script buggé, voire éventuellement, parce que ça arrive aussi, désactiver un script parce que vous en avez plus besoin. Voilà. Qu'est-ce que je peux préciser de plus là-dessus? Bah écoutez, pas grand-chose je pense. Ouais, je vois rien de plus comme ça. Un truc qui est important quand même, notamment si vous travaillez sur votre machine en local, c'est que, évidemment, pour que la tâche se lance, il faut que l'ordinateur soit actif au moment où elle est supposée se lancer. C'est-à-dire que si vous programmez des tâches sur votre ordinateur de bureau pour qu'elle tourne pendant la nuit et que votre ordinateur de bureau est éteint pendant la nuit, la tâche ne fonctionnera pas. Donc c'est aussi pour ça que ça vaut vraiment le coup de se mettre en place, par exemple un petit VPS ou un petit serveur dédié ou ce genre de choses selon vos préférences, qui lui va tourner à distance tout le temps avec en plus l'avantage d'avoir une IP fixe et ce genre de choses qui peut dans pas mal de cas être plutôt utile. Et puis ça vous permettra d'être sûr que vos tâches seront tout le temps exécutées, sauf grave problème comme par exemple un data center qui brûle à Strasbourg, mais ça n'arrive quand même pas tous les 4 matins. Voilà pour ça. Alors je pense que peut-être pas la prochaine fois, mais en tout cas dans un épisode futur, on verra d'autres moyens de programmer des tâches comme celle-ci, notamment lorsqu'on s'aventurera sur la stack Google Cloud, on va dire, puisque ça fait partie des projets que j'ai en tête pour des épisodes futurs. Je vois qu'il est presque 1 heure passée, on va dire, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci et pas se lancer dans autre chose. Du coup, comme je vous l'avais dit en début de live, la semaine prochaine, on va recevoir Jérôme Salomon qui nous fait le grand plaisir de venir témoigner, on va dire, de son parcours et de son approche de Python. Donc Jérôme Salomon qui est Customer Success Manager chez OnCrawl. Voilà, donc rendez-vous mercredi 15 février à partir de 17h au même endroit, c'est-à-dire sur Twitch. Et puis si vous regardez tout ça en replay, n'hésitez pas également à consulter la description où je mets toujours un peu d'infos, de liens vers les outils qu'on a évoqués, etc. N'hésitez pas également à commenter si vous avez des questions, à vous abonner évidemment, et puis moi je vous dis merci, et puis hop, je sauvegarde mon cron, et du coup à la semaine prochaine.